On construit des tombeaux, là, clairement. En tout cas, dans le continent africain, il y a Ouais. de tout. Il y a de tout. Une personne, je vous dis, votre terrain fait par exemple 200 mètres carrés, mais sur base de quoi? Puisqu'il n'y a pas de borne. Est-ce qu'il y a aussi encore d'autres démarches, dont j'ai envie de dire d'autres activités que actuellement en tant que géomètre il fait? Par exemple, les évaluations des prix des biens immobiliers. Ça, la plupart des personnes ne savaient pas qu'un géomètre pouvait le faire aussi. Comment je peux m'assurer que je ne mords pas sur la parcelle d'à côté ou que ma parcelle correspond bien à ce que la personne m'a dit? Voilà la première question Mhm. qu'il faudrait poser à la personne qui vous vend un terrain. Oui. Je poser la question première, c'est Bienvenue dans les clés de l'Afrique. Dans ce podcast, on t'ouvre les portes de l'immobilier sur le continent. On te donne toutes les clés pour comprendre, saisir les opportunités et bâtir ton patrimoine immobilier en Afrique. Et pour ce premier épisode, on va s'attaquer à un sujet crucial pour toutes les personnes qui veulent acheter un bien en Afrique. Et on accueille aujourd'hui Deogracias Toukoulou, qui est géomètre, et qui va nous expliquer en quoi un géomètre est un acteur incontournable lorsqu'on veut acquérir un bien en Afrique. Et également nous expliquer les pièges à éviter. Alors, bonjour Deogracias, bonjour, Christiane. bienvenue dans les clés de l'Afrique. Bienvenue. Merci. Comment tu vas? Oui, je veux bien. Bien installé? Oui, tout va bien. Nickel. Alors, j'aimerais commencer par te demander de te présenter et de nous parler un peu de ton parcours professionnel. Ok, bon, moi je m'appelle Deogracias Toukoulou, donc je suis géomètre expert assermenté ici en Belgique depuis 2021. D'accord. Donc j'ai travaillé dans plusieurs bureaux d'études, ici à Bruxelles notamment, en Wallonie aussi. Et donc très bientôt, je me lancerai aussi dans ce secteur en Afrique. Donc pour l'instant, j'y suis en plein dedans donc, dans ce domaine. Voilà. D'accord. On entend souvent parler d'un géomètre, mais qu'est-ce qu'il fait exactement? Quelle est sa mission? Ok. Donc en tout cas, ce terme, il y a beaucoup de personnes qui l'entendent la première fois et se Ouais. disent, mais c'est quoi? Exactement. C'est ça. Donc en fait, un géomètre, Mhm. pour donner une définition un peu plus globale, c'est le professionnel qui délimite, mesure, identifie et évalue D'accord. tous les biens immobiliers, que ce soit bâtis ou non bâtis, que ce soit en surface ou en sous-sol. Donc, c'est le professionnel qui s'occupe de limiter, délimiter donc, tous les biens fonciers, donc en faire des bornages et établir des plans sur lesquels on va se baser pour confirmer Mhm. cette matérialisation. C'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que souvent quand on pense à un géomètre, on pense à lui pour un terrain à nu. Or ici, tu as parlé de terrain aussi ou de construction. Tu interviens aussi là-dedans. Est-ce que tu peux un peu plus nous préciser en cas s'il y a une construction d'un immeuble, etc. Qu'est-ce que tu peux faire si tu n'interviens pas pour un terrain qui est nu et qu'on vient faire appel à toi, j'ai acheté un immeuble, qu'est-ce que tu pourrais faire? À ce stade-là, Mhm. donc le géomètre peut intervenir dans l'évaluation du prix D'accord. de votre bien dans le marché Mhm. actuel. Donc, c'est-à-dire que votre bien, vous l'avez acheté en 2023 Oui. et nous sommes en 2025. Vous voulez savoir à quel prix votre bien il a actuellement. Donc, un géomètre peut intervenir et faire une évaluation D'accord. de la valeur de votre bien. Ok. Donc, ça, à ce niveau-là, c'est comme ça qu'un géomètre peut intervenir. Oui. Et est-ce que tu dirais qu'un géomètre est obligatoire dès qu'on veut acheter un bien, que ce soit un terrain ou une construction? Est-ce qu'on doit passer par un géomètre ou c'est quelque chose qui est facultatif? Bon, en tout cas, pour ce qui concerne un terrain à bâtir, Oui, c'est obligatoire. d'accord. Obligatoire, pourquoi? Pour se préserver de plusieurs soucis administratifs qui pourraient peut-être arriver plus tard. D'accord. Et donc, c'est une condition qu'on ne peut pas mettre de côté. Qu'on achète un bien, en tout cas non bâti, Oui. à bâtir. Oui. D'accord. Et parce que il y a des arnaques, etc., on le sait, des personnes qui se présentent comme étant X alors que ce n'est pas du tout le cas. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on peut vérifier qu'un géomètre, une personne qui se dit être géomètre, est en effet bien un géomètre? Est-ce qu'il y a moyen de vérifier ça ou pas? Effectivement, il y a moyen de vérifier qu'un géomètre est bel et bien un géomètre. Donc, quand j'ai présenté, j'ai dit que je suis géomètre assermenté. Donc, il y a plusieurs différences à ce niveau-là. Donc, un géomètre peut
avoir fait des études de géomètre. D'accord. Donc, il est diplômé géomètre, mais la sermentation ou l'agrémentation, Oui. donc l'agrément, je veux dire, il est différent. Donc là, il faut l'avoir en plus de votre diplôme. Et donc, pour vérifier cela, donc, il faut savoir si le géomètre que vous contactez ou bien qui vous a contacté est agrémenté à son agrément au niveau de l'État. D'accord. Donc ça, c'est vérifiable. Et c'est à ce niveau-là qu'on saura effectivement si ce géomètre a la possibilité d'intervenir par rapport à votre besoin. Ok. D'accord. Et aussi une chose qui est assez intéressante, parce que justement, tu as mentionné qu'il est vraiment primordial de faire appel à un géomètre quand on souhaite s'assurer qu'un terrain est bien délimité. En général, même avant parfois de faire l'achat, ou parfois il y a des personnes qui le font peut-être après l'achat. Mais quelque chose quand même, et si on retourne, on va plus vers le continent africain, il faut savoir que je suis sûr qu'il y a des personnes qui se disent non, moi je fais tout seul, ou je connais peut-être quelqu'un de la famille qui peut m'aider. Je n'ai pas forcément besoin de faire appel à un géomètre parce que ça apporte peut-être certains coûts supplémentaires. Donc, pour des personnes qui en général décident, de ton expérience, décident de ne pas faire appel à un géomètre, est-ce que tu as remarqué qu'il y a certaines erreurs courantes qu'elles réalisent, selon toi? Oui, tout à fait, tout à fait. En tout cas, dans le continent africain, il y a de tout. Il y a de tout. On peut retrouver plusieurs choses, plusieurs situations différentes. Mais donc, par exemple, pour les personnes qui disent qu'ils peuvent faire tout seul, ils connaissent quelqu'un qui va faire ceci, cela. En fait, le problème, il se bute toujours à une situation où la personne à qui ils ont fait confiance va forcément chercher un géomètre. Pourquoi? Parce que euh, le document officiel reconnu par l'État, c'est un document ou un croquis ou un plan qui est signé par un géomètre reconnu. D'accord. Si vous faites un plan, parce que n'importe qui peut le faire, se dire oui, je connais quelqu'un qui sait mesurer, qui sait, il utilise bien un mètre, c'est bien, il fait son croquis, c'est bien, mais pour que ce soit officiel, il faut une signature du géomètre. Donc, dans tous les cas, cette personne va forcément trouver un géomètre et peut-être va vous dire, voilà, j'ai fait ça tout seul, mais il ne vous dira pas qu'il a cherché un géomètre au final. Donc, les erreurs, il y en a souvent des personnes qui disent, oui, faites-moi confiance, je vais tout faire, donnez juste l'argent. Donc, déjà, la première erreur, c'est ça. Donc, c'est de ne pas vérifier soi-même de la véracité des documents qu'on vous donne et de les voir, de les contre-vérifier au niveau des services du cadastre, les services qui sont habilités à le faire. Donc ça, c'est vraiment les erreurs qui arrivent souvent. Et donc déjà, par rapport à un terrain qui n'est pas borné, donc ça, c'est une grosse erreur qui arrive souvent, c'est qu'une personne vous dit, votre terrain fait par exemple 200 mètres carrés, mais sur base de quoi? Puisqu'il n'y a pas de borne. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'on vous dit, il fait 200 mètres carrés, mais tellement qu'il n'y a pas de borne, les bornes sont invisibles. Donc, on ne sait pas vraiment officialiser le fait que ce terrain fait exactement 200 mètres carrés. Donc, c'est obligé De passer. Et l'autre erreur, ce qui arrive, c'est que quelqu'un va vous dire, oui, il est borné, ok, mais le document avec la réalité ne correspond pas. Donc ça, c'est ce qui arrive souvent. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose pour lequel il faut vraiment veiller et ne pas dire juste, je fais confiance, je donne tout, je laisse. Non. Et du coup, une personne qui veut faire appel à un géomètre, parce que tu m'as dit justement qu'il est important, en plus des études, d'avoir justement cette certification officielle qui, en effet, te dit être géomètre. Maintenant, une personne qui ne sait pas forcément ce genre de choses, premièrement, comment est-ce qu'elle peut se renseigner? Savoir qu'en effet, le géomètre que j'ai en face de moi, c'est vraiment un géomètre qui a justement le droit de pratiquer. Est-ce qu'il y a certains documents où est-ce qu'on peut retrouver justement certaines informations? Par exemple, au niveau de la RDC au Congo, donc il y a un ministère qui gère tout ce qui est foncier, dans le ministère des Affaires foncières. Donc, dans ce ministère, toutes les personnes qui sont répertoriées étant géomètres, topographes, c'est-à-dire agrémentés, donc ils sont repris. Donc, ils savent vous dire
que telle personne à qui vous avez fait appel est effectivement agrémentée, donc peut intervenir dans votre dossier ou pas. Parce que ce qui se passe en amont, quand vous faites une démarche par vous-même pour borner votre terrain ou autre, c'est que vous allez auprès du ministère. C'est le ministère qui va désigner un géomètre topographe qu'ils ont dans leur base de données pour dire, voilà, c'est ce géomètre qui va passer sur votre terrain pour matérialiser les bornes. Donc, vous pouvez faire la démarche en amont ou en aval, mais est-il qu'ils connaissent ceux qui sont agrémentés. D'accord. Ok, c'est parfait. Et maintenant, est-ce que si on reste justement en République démocratique du Congo, est-ce qu'il y a certaines superficies minimum en fait pour, par exemple, imaginons que je souhaite acheter un terrain pour y construire une maison. Et après avoir construit cette maison, c'est par exemple pour la mettre en location ou autre, ou Airbnb, qui sait. Est-ce qu'il y a un minimum de superficie dont je dois avoir pour que je puisse effectivement construire dessus, construire une bâtisse au Congo, ou est-ce qu'il n'y a pas forcément de loi ou un minimum requis? Ok. En tout cas, en termes de construction ou bien de superficie minimale ou maximale, il n'y en a pas vraiment. Mais ce qui se passe, c'est que, par exemple, vous avez un projet, vous voulez construire une maison ou un Airbnb, que sais-je. Donc, le ministère, par exemple, j'ai parlé du ministère des Affaires foncières. Il y a le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Ce ministère-là, donc eux, ils connaissent, ils ont toutes les réglementations qui concernent l'urbanisation d'un lot ou de certains lotissements. Ils vont vous dire, OK, donc vous voulez construire tel bâtiment dans telle surface, ça correspond aux normes urbanistiques que nous avons. Et vous pouvez continuer vos démarches par la suite et construire. Mais sinon, des surfaces minimales, il n'y en a pas. Par contre, pour créer des lots, plusieurs lots dans une grande surface, par exemple à partir de, je peux dire, 10 hectares. Donc, à partir de 10 hectares, donc, il y a forcément une étude qui doit être faite en avance au niveau du ministère de l'Urbanisme pour savoir si votre terrain sera séparé en combien de lots de la meilleure manière pour que ce soit urbanistiquement plausible pour les achats futurs. Donc ça, c'est eux qui le déterminent. On ne peut pas nous-mêmes se dire, voilà, on va le diviser en 50 lots. Non. Ça, c'est bon, pas en tout cas, ça, c'est ce qui est sûr, c'est que c'est ce ministère-là qui est habilité à faire ces divisions-là de la manière correcte qu'il soit. Maintenant, des divisions se font, mais ils sont souvent butés à une situation qui complique toujours. Au final, c'est que les constructions vont commencer avec une division qui a été faite, entre guillemets, anarchiquement. Et les soucis de voisinage vont naître plus tard. Ok, d'accord. Et c'est là qu'on retrouve des soucis du style ce caniveau ne devait pas passer ici, mais il passe ici. Et du coup, tout ce qui arrive descend dans la parcelle d'à côté. Donc, c'est un peu des cas qui arrivent, mais bon, les maisons sont déjà construites et voilà. Ok. Est-ce que dans ce genre de cas, on va demander, est-ce que l'État peut demander à ce que ces bâtiments les maisons soient détruites, ou est-ce que ça peut arriver jusque-là ou pas? En tout cas, dans certains cas, ça peut arriver. D'accord. Mais souvent, les situations deviennent un peu plus complexes en disant, voilà, des négociations à l'amiable pour dire que, voilà, on vous cède ceci, cela, pour que, voilà, on ne puisse pas détruire ce qui a déjà été construit, qui a coûté des centaines d'euros. Ça, c'est sûr. Ça fait mal au cœur, là. C'est important. Mais du coup, une chose que je retiens aussi, en tout cas, c'est que c'est important pour la personne, justement, qui souhaite délimiter son terrain, d'également comprendre quelles sont les règles d'urbanisme mises en place par l'État pour son terrain spécifique, justement, là où il souhaite soit construire, ou peut-être qu'il y a des personnes qui souhaitent tout simplement acheter plusieurs hectares,
pour, voilà, par exemple, se lancer dans l'agriculture. Donc, c'est important de se renseigner déjà à ce niveau-là également. Donc, ça, c'est très important et une chose à retenir. Et quand on parle de géomètre, parce que justement, tu nous as expliqué quelles sont, voilà, quelles sont les étapes ou quelles sont les tâches que tu fais ou que tu réalises en tant que géomètre. En général, une personne, quand elle pense à un géomètre, elle pense, OK, on va juste délimiter mon terrain et ça s'arrête là. Pour le reste, c'est terminé. Une chose importante, c'est que tu as mentionné qu'il y a également pas mal d'étapes, justement, pour faire en sorte que l'acte soit valable d'un point de vue étatique. Et est-ce qu'il y a aussi encore d'autres démarches, ou j'ai envie de dire d'autres activités que actuellement en tant que géomètre, tu fais, dont les personnes ou dont les gens se disent, ah, je ne savais pas qu'un géomètre faisait ce genre d'activité également. Bon, notamment, bon, si je peux donner un exemple, par exemple, les évaluations des prix des biens immobiliers. Ça, la plupart des personnes ne savaient pas qu'un géomètre pouvait le faire aussi. Ouais. Mhm. Pensaient que c'est juste les agences immobilières Oui, en effet. qui le font. Et derrière, peut-être, ces agences immobilières, ce sont des géomètres, mais vu que c'est l'agence immobilière qui vient devant, Qui est devant, oui. ils disent que, OK, c'est un agent immobilier qui l'a fait. Donc ça, c'est parmi les choses qu'on ne sait pas qu'un géomètre peut le faire. Et deuxième chose, peut-être que d'autres ne le savent pas aussi, c'est que vous avez votre terrain qui est borné par un géomètre. OK, c'est très bien. Et vous voulez commencer à construire votre maison, vous faites appel à un entrepreneur à qui vous remettez un plan que vous a remis votre architecte. Et il vous dit, OK, on va commencer à construire, par exemple, dans 2 semaines. Mais avant de commencer la construction, il faut savoir que ce plan que l'architecte vous a donné doit être matérialisé sur votre terrain, dans votre terrain. Comme il l'a matérialisé avec les différentes dimensions pour ne pas aller dans la parcelle du voisin ou autre. Donc, et ça, cette implantation de votre plan sur votre terrain, c'est un géomètre qui le fait aussi. Si tu cherches un bien sur le continent, Afrikimo est la plateforme qui te permettra de trouver des biens sécurisés en Afrique. Et en plus, on travaille avec des partenaires qui te proposeront une aide administrative et qui t'aideront également à sécuriser ton terrain. Alors n'attends plus et fonce sur afrique-imo.com. Aussi. D'accord. Vous faites beaucoup de choses, hein? Ouais. Et on a caché tout ça. C'est vrai, c'est vraiment important. Ouais. Et, mais du coup, avec toutes ces différentes activités, en République démocratique du Congo, quand une personne souhaite maintenant commencer les démarches auprès d'un géomètre, quels sont plus ou moins les délais pour finaliser, on va dire, tout le processus à ce niveau-là? OK, bon, en tout cas, en termes de délai, je ne sais pas vous donner quelque chose de vraiment tranché comme ça. OK. Mais ce qui est sûr, le délai diffère des moyens de pression que vous avez. Les choses sont différentes. Ouais. Des moyens de pression que vous avez pour faire avancer les choses. Mais est-il que en temps normal, ça pourrait prendre quelques mois, peut-être en tout cas 2 mois minimum pour avoir les documents qu'il faut et qu'il y ait une descente géomètre qui va faire le bornage de votre terrain. Mais après, ça dépend aussi de votre persévérance, votre insistance. Vous y allez encore. Et voilà. D'accord. Et en général, c'est quoi les raisons qui font qu'un délai peut être prolongé? Ça peut prendre plus de temps. Qu'est-ce qui crée, on va dire, Bon, en tout cas, ça dépend déjà de l'interlocuteur que vous aurez devant vous quand vous présentez votre dossier, pour qu'il se dise, oui, je pense qu'on va planifier ce dossier pour la semaine prochaine directement, ou dire, OK, il y a un dossier, il est là, il sera fait. Le jour où on va y penser, ah tiens, il y a... Et le fait que vous revenez, vous rappelez, vous renseignez, vous demandez, vous redemandez, ils vont se dire, OK, bon, on va essayer de faire avancer un peu cette situation. Parce que encore une fois, c'est un point qui revient assez souvent, malheureusement. Je trouve qu'il y a cette tendance à se dire, voilà, on ne va pas forcément faire en sorte que les choses avancent rapidement et de manière efficace quand on est au pays. Et on se rend compte qu'au final, de temps en temps, il faut donner un petit pot de vin pour que les choses, surtout d'un point de vue
au niveau de l'État, au niveau, voilà, à ce niveau-là, quand on va, par exemple, à la commune et qu'on veut que les choses avancent plus rapidement, on va nous rediriger vers personne A. Et puis, la personne A va nous dire, maintenant, si vous souhaitez aller plus loin, il faudra vous rediriger vers la personne B. Et ça continue, en fait. Et c'est ça, en fait, qui est très compliqué, et je pense, qui peut frustrer pas mal de personnes, en fait. C'est comment naviguer ce monde, comment naviguer, en fait, trouver les bonnes personnes sur place, des personnes de confiance, qui, elles, peuvent vraiment t'amener là où tu souhaites aller. Et je sais pas si toi, tu as, par exemple, des anecdotes à ce niveau-là que tu pourrais nous raconter, mais en tout cas, c'est un problème quand même qui remonte assez souvent. Oui, 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 ça c'est une situation, c'est vraiment complexe où les personnes sont obligées de dépenser par exemple le triple de ce qu'ils étaient censés dépenser pour un document. Donc en tout cas, malheureusement, c'est ce à quoi on est buté souvent. Mais les personnes de confiance qui sont sur place, qui peuvent faire avancer les choses, ce sont justement les personnes qui ont pris le premier contact avec les entités étatiques pour savoir comment aller jusqu'au bout de ce projet. Donc, c'est pour ça que c'est important. C'est important, à défaut d'être personnellement sur place pour commencer jusqu'à terminer les démarches, avoir quelqu'un qui va faire en sorte que ça soit suivi vraiment régulièrement. Et ça, c'est ce que la diaspora manque cruellement. C'est qu'on se retrouve avec un besoin, on veut acheter un terrain, mais on dit oui, ok, mais comment tu fais? Tu sais pas ce qui va se passer, qui va faire le suivi. C'est ça qui manque, Donc, c'est vraiment important, à défaut d'être soi-même présent pour vérifier, parce que les vérifications doivent se faire. Vous devez voir, c'est pas juste qu'on vous envoie une vidéo. La vidéo du terrain d'à côté. C'est ça. Donc, une simple vidéo. Donc, c'est à défaut d'y aller tout seul. Vraiment, il faut avoir une personne de confiance qui va vous présenter des documents officiels. Parce que ça aussi, c'est une autre histoire. C'est que les personnes vont vous sortir un document créé de toutes pièces et voilà, qui peut-être correspond à une parcelle qui est à 50 km plus loin. D'accord. Donc, c'est compliqué. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, on va vous dire, vous présenter, et à partir de là, vous pourrez entamer le processus. Maintenant, en espérant de tomber sur quelqu'un qui va vous dire que voilà, au lieu de donner le triple du montant, donnez juste le double. Le montant juste. Juste le montant. C'est tout ce qu'on demande. Ouais. Et en parlant de vérification, parce que là maintenant, du coup, on arrive au milieu des arnaques. Parce que là, c'est quelque chose quand même d'assez courant aussi. Oui, absolument. Ouais. Quelles sont les grosses arnaques que tu as vues, dont tu as entendu ou que tu as peut-être vécu toi-même? Est-ce que tu as un peu une histoire à nous raconter ici pour que les gens aient un peu conscience de ce qui peut se passer sur place? Oui, il y en a beaucoup. Choisis la meilleure, vas-y. Il y en a beaucoup. Donc, par exemple, je disais tout à l'heure, une personne qui vous vend un terrain, mais la personne n'est pas du tout propriétaire du terrain. Elle vous vend un terrain, on vous dit, justement par rapport il vous envoie une vidéo, une photo. Ah, voilà le terrain, il est là, voilà, j'y suis. Et vous envoyez l'argent, mais il n'y a pas de terrain du tout. D'accord. Donc ça, c'est déjà une arnaque qui arrive souvent. Et une autre, c'est que on vous dit que votre terrain se trouve à tel endroit, à telle dimension, mais elle n'est pas à cet endroit-là. Elle se retrouve plus loin. Et on vous dit, oui, c'est proche de la grande route. Il n'y a pas de souci, très bien et tout. Mais elle se trouve plus loin. Ça aussi, c'est des choses qui arrivent souvent. Vous arrivez, on vous dit, votre terrain n'est pas ici. Oh non, ici, c'est pas chez vous. D'accord. C'est plus loin. Donc ça aussi, c'est des arnaques qui arrivent souvent. Et le pire, c'est que on vous dit, voilà, on vous vend le terrain, et votre terrain fait, par exemple, 200 mètres carrés. Oui. Mais parce qu'il n'est pas borné, en fait, et vous retrouvez avec juste 50 mètres carrés au final.
Parce que c'était ça enfin, la possession du terrain que Oui, la personne avait réellement. d'accord. Ça, et des personnes qui ont acheté des terrains à 3 000, 4 000 euros, Mhm. en pensant que ah oui, j'ai quand même fait une bonne affaire, c'est 300 mètres carrés, Oui. 500 mètres carrés, Mhm. c'est très bien, mais ils se retrouvent avec juste 50 mètres carrés. Parce que c'est ça Incroyable. qu'ils ont. C'est ça qu'ils ont acheté, que la personne avait Oui, vraiment, quoi. oui. Ok. Et justement, par rapport à ça, comment, par exemple, imaginons que c'est moi, je veux acheter un terrain, comment je peux m'assurer que, euh, justement, les dimensions sont bien respectées, que je ne mords pas sur la parcelle d'à côté ou que ma parcelle correspond bien à ce que la personne m'a dit. Si je ne fais pas forcément appel à un géomètre ou si je fais appel à un géomètre, comment est-ce que je peux vérifier? Donc, en tout cas, la première question Mhm. qu'il faudrait poser à la personne qui vous vend un terrain, Oui. lui poser la question première, c'est si le terrain est borné. Si le terrain est borné, Mhm. ça veut dire qu'il y a des documents officiels qui ont été établis par rapport à ça. D'accord. Donc, C'est déjà une bonne base. c'est déjà la base. Ok. Donc, le terrain est borné, OK. Mhm. Les documents correspondent aux bornages qui ont été faits, OK. Et maintenant, ensuite, là, il faut faire la vérification au niveau de la commune parce que chaque commune a le répertoire de tous les lotissements qu'il y a Mhm. dans leur commune et le ministère des Affaires foncières qui détient tous les titres D'accord. des personnes qui ont eu à acheter des terrains et qui ont vendu. Mhm. Donc, ils se retrouvent aussi là. Donc, c'est à ces endroits-là qu'il faut faire les vérifications D'accord. pour être sûr que le terrain correspond bien à ce que vous voulez acheter. Et quels sont les documents qu'une personne doit absolument avoir? Imaginons, encore une fois, c'est moi, je veux acheter un terrain. La personne me présente des documents, ou, voilà. Qu'est-ce que je dois absolument retrouver chez le vendeur comme document pour me dire, OK, je pars déjà sur une bonne base, c'est déjà rassurant de voir que la personne a ces documents-là. OK, en tout cas, le premier document, c'est déjà l'acte de vente. OK. L'acte de vente de la parcelle, du terrain, ou l'acte de cession si la personne aussi a eu à, à recevoir ce terrain Oui. d'une autre personne. OK. Donc l'acte de vente ou l'acte de cession. Mhm. Et une fiche parcellaire de ce terrain-là ou un certificat d'enregistrement. D'accord. Donc ces documents-là, enfin ces trois documents, Oui. automatiquement, il faut les avoir. D'accord. S'il n'y a pas ces documents, ça veut dire qu'il y Attention. a quelque chose Oui. qui va pas. D'accord. Petite pause pour te rappeler de liker, de partager et de t'abonner afin de nous donner de la force. De notre côté, on s'engage à continuer à travailler pour t'apporter de la valeur. Maintenant, retour à la vidéo. Ici, imaginons que j'ai déjà acheté un terrain. Je l'ai payé entièrement. Et puis, je me rends compte qu'en fait, le bornage n'est pas correct. Est-ce qu'il y a moyen de rattraper ça? Qu'est-ce qui peut être fait quand on se rend compte que finalement, ça n'a pas été bien délimité? Par exemple, ce qui arrive souvent, c'est que les personnes achètent des terrains, ils ont l'acte de vente, Oui. mais la fiche parcellaire ne correspond pas aux dimensions parce que ça n'était pas été borné. Oui. Et vous vous retrouvez dans un cas où voilà, c'est un peu compliqué. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que d'office, il faut recontacter un expert via le ministère habilité par rapport à ça D'accord. pour recommencer un bornage sur base des dimensions qui se trouvent dans l'acte de vente. OK. Si le vendeur vous a dit « je vous vends 600 mètres carrés Mhm. », ça veut dire que c'est 600 mètres carrés D'accord. que le géomètre va venir borner en fonction de la situation qu'il va trouver. Oui, parce que si autour, j'imagine, s'il y a déjà d'autres terrains et que ceux-là sont corrects, Ouais. il y aura un problème Oui. de toute façon. Ouais. On ne peut pas aller manger le terrain de l'autre, quoi. Donc, si c'est ce cas-là, la personne a perdu son argent, clairement. Oui, en tout cas, c'est compliqué de rattraper, mais ce qui est sûr, au moins, vous n'allez pas tout perdre. Si D'accord. vous recommencez quelque chose de correct et que vous établissez une fiche parcellaire, D'accord. les personnes qui voulaient peut-être plus tard encore empiéter sur votre terrain Mhm. et consorts ne vont s'arrêter parce que vous avez déjà borné votre terrain. OK, donc il y a quand même moyen de rattraper Oui. en fonction de la situation. Ouais. Parce que, par exemple, le voisin a borné son terrain, il voit que votre terrain, il n'y a pas de borne du tout. Oui. Vous n'avez pas encore borné votre terrain. Mhm. C'est simple. Il va déplacer sa borne. Il va dire que
ma borne, elle n'est pas ici, mais elle est là. Mhm. Mais justement, maintenant, la contre-vérification, c'est ça qui fera que on peut vous dire, ah non, monsieur, vous avez acheté votre terrain en 2022, Oui. votre borne s'arrêtait là. Mhm. Vous avez votre fiche parcellaire s'arrêter là, OK. mais votre borne ne peut pas se retrouver là. C'est pour ça que le géomètre, c'est lui qui va constater Oui. qu'en fait, le voisin a empiété. Monsieur, essaie de revenir. Chez vous. Oui. Déplacer tout ça. Rentre chez toi. OK. Donc, c'est la matérialisation qui fait la différence. Mais les documents sont déjà établis et les bornes sont connues par des croquis. On sait que votre borne s'arrête là. OK. Mais si on voit par le géomètre qui va venir sur place, il va dire, mais je vois qu'il y a un souci, Mhm. la borne sera déplacée aussi. D'accord. Et pour faire appel à un géomètre, encore une fois, si on est en RDC, hein, on peut se dire ça peut nous coûter combien? Parce que c'est ça le problème, c'est que les gens veulent payer pour le terrain, mais tous les frais annexes, là, l'administratif, etc., on n'a pas envie, ou du moins on a envie de mettre le moins possible. Donc si quelqu'un de la famille, ou on connaît quelqu'un qui peut le faire à presque rien, c'est généralement vers là que les gens vont se tourner. Mais ici, voilà, si on veut faire appel à un géomètre, on veut que les choses se fassent correctement, il faut mettre un budget de combien, plus ou moins? Ok, en tout cas, en termes de budget, honnêtement, Une fourchette, hein, une fourchette. je ne pourrais pas vous donner, parce qu'il y en a qui vont vous demander combien, peut-être 1 000 euros, il y en a qui vont vous demander 2 000, il y en a qui vont vous demander 500, Mhm. il y en a qui vont vous demander 300. Et ça se justifie comment? Est-ce que c'est l'expérience de la personne? Ça fait 20 ans que la personne fait ça, donc elle va demander un prix un peu plus élevé. Qu'est-ce qui peut justifier cette différence de prix? Bon, en tout cas, la différence, déjà, premièrement, quand la personne voit que non, c'est quelqu'un qui vient de l'Europe, Voilà, on augmente la elle va taxe dire, poteau. ok. Du coup, mais de base, Mhm. c'est pas des sommes astronomiques non plus. D'accord. C'est pas des sommes astronomiques non plus. Ok. Et c'est surtout que, déjà, premièrement, ce ne sont pas des sommes astronomiques, mais que si on décide de faire appel à un géomètre, et d'ailleurs, on a pu le voir au début que c'est quand même quelque chose d'assez important, crucial, si ce Ouais. n'est obligatoire, mais si on ne le fait pas, c'est là qu'on va se rendre compte qu'on va tomber dans des problèmes d'un point de vue juridique Mhm. qui vont nous coûter encore plus Ouais. cher par la suite. Exactement. Et les processus, les délais, Oui. pour résoudre le problème, c'est là justement que quand on regarde la différence entre faire appel à un géomètre pour s'assurer que tout soit correct Mhm. et se dire je vais faire appel au géomètre du quartier, c'est là qu'on se rend compte qu'au final, certes, je paye moins cher au début. Sur le long terme, il y a un fort risque que je paye au final beaucoup plus. Oui, Exactement. tout à fait. Donc, Tout à fait. Parce que les personnes qui ne le font pas ouais. Mhm. se retrouvent souvent dans les cas, donc comme j'ai dit, où la borne, enfin, vous pensiez que vous avez un terrain plus grand, Mhm. mais vous vous retrouvez matériellement avec un terrain plus petit parce que le voisin a déjà déplacé sa borne tranquillement. Et vu que vous n'avez pas de base solide, Mhm. vous ne savez pas quoi faire. Ok. Vous allez juste constater, ah tiens, bon, je fais avec ce que j'ai, Ouais. un tout petit Alors terrain, que- et alors que vous aviez la possibilité de faire bien les choses et avoir le tout. Dès le départ, quoi. Ok. Maintenant, je serais bien qu'on s'intéresse un peu plus à la technologie qui peut être mis au service du géomètre pour justement bien servir les gens. Ouais, parce qu'en fait, je voulais un peu savoir au niveau de la technologie, justement, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place actuellement en RDC? Ou est-ce que, pour donner un exemple, est-ce que par exemple l'utilisation de drones pour délimiter des terrains, ou même de par votre expérience, pas forcément uniquement RDC, mais est-ce qu'il y a une tendance dans ce domaine donc, de géomètre à utiliser la technologie de plus en plus, et comment est-ce que ça peut justement aider? Bon, en tout cas, c'est très utilisé et ça aide beaucoup. Ouais. De nos jours, par exemple, pour donner un exemple, la rénovation de plusieurs bâtiments en RDC à Kinshasa ont été faites via des scans avec des drones, justement. D'accord. Et donc, ça donne un peu plus de rapidité dans le traitement Ok. de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut réaliser. Et on a des appareils de mesure qui Mhm. sont de très bonne qualité, qui D'accord. donnent des précisions vraiment plus claires par rapport à ce que vous avez comme dimension. Donc, ce n'est pas
comme à l'époque, donc avec juste un mètre qui est un peu penché, que vous tirez comme ça. Et Ouais, puis, Ok. c'est pas ça devient vraiment. compliqué. Ouais. Donc maintenant, il y a des appareils de mesure qui sont utilisés, Mhm. qui permettent de mesurer vraiment avec précision Ouais. les dimensions des terrains pour les limiter comme il faut. Donc même là-bas, on retrouve ça, quoi. On va pas se dire c'est des matériels, etc., du matériel qu'on va retrouver en Europe. Non, là-bas Oui. aussi, on l'utilise, quoi. Oui, oui, oui. Donc, Ok. ces appareils de mesure sont utilisés aussi. Donc, des stations totales, théodolites et des scanners, des GPS aussi. Parce Ok. qu'en fait, pour reconnaître la position de votre terrain dans Mhm. l'espace, donc il faut qu'il soit positionné par un GPS pour savoir que non, votre terrain n'est pas n'importe où. Ok. Il est exactement là où il a été mesuré. Ok. Donc, avec un GPS, on sait le positionner directement. Et ils sont déjà utilisés aussi par certains bureaux. Mhm. Mais la plupart donc, sont des bureaux qui font appel à des personnes qui sont déjà dans ce domaine depuis longtemps D'accord. pour le faire. Ok. Ok, donc en fait, ils sous-traitent en quelque Oui, sorte oui. ce genre de... Ok, ok, très bien. Et par rapport justement, parce que ça c'est vraiment une bonne chose, c'est que tu as une vue sur deux mondes différents en quelque sorte. Ouais. Hein, donc il y a l'Afrique, donc le Congo en particulier, et puis également ici en Europe, en Belgique. Donc je voulais un peu savoir, est-ce que tu remarques une certaine différence en termes de, par exemple, de technologie utilisée ou de processus utilisés ici comparé à là-bas? Mhm. Et est-ce que c'est une bonne chose qu'on utilise certains procédés ici, mais pas là-bas, ou inversement? Est-ce qu'on pourrait faire mieux, justement? Euh, il y a possibilité de faire mieux déjà par rapport à ce qui est utilisé ici et par rapport à ce qui est utilisé là-bas. Ok. Donc, je vais donner un exemple. Mhm. Par exemple, jusqu'à aujourd'hui, en RDC à Kinshasa, donc dans les documents officiels de titre de propriété, le certificat d'enregistrement, donc on mentionne le croquis qui est mis dans ce document officiel. C'est un croquis dessiné à la main. D'accord. Ok. Non. Or que, par exemple, les relevés, les mesures qui ont été faites sur place ont été faites avec un appareil de mesure qui a été traité avec un logiciel de dessin, voilà, sur ordinateur. Mhm. Mais le croquis qui se retrouve sur le document est encore dessiné. D'accord. Pour quelle raison? Bon, ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans le processus administratif qu'on a en RDC aujourd'hui qui n'a pas été mis à jour et il continue de fonctionner par rapport à ce qui a été à l'époque. Parce que, par exemple, ici aussi en Belgique, euh, tous les dessins qui ont été faits en croquis à la main d'à l'époque, tous ont été numérisés. Donc, actuellement, par exemple, en RDC, il n'y a pas de base de données Ok. qui renferme tous les croquis qui ont été faits à la main. Mhm. Mais, donc, pour l'instant, c'est encore en projet, mais la base de données n'est pas encore fournie. Ok. Donc, les croquis sont un peu à gauche, à droite, chez les architectes, chez les géomètres, un peu partout. D'accord. Ils sont encore sur papier, donc la personne a besoin de ce croquis-là, il ramène son tas de papier, Et il fait. Donc c'est pas du dépale. tout centralisé quelque part, quoi. Donc, en fait, c'est centralisé, mais ce n'est pas encore numérisé. D'accord, ok. Donc, une personne peut, bon, en tout cas, on ne Mhm. souhaite pas, mais le jour où le ministère brûle, Oui, ça devient compliqué, ça là. devient compliqué de retrouver les D'accord. plans. Parce que c'est surtout ça, parce qu'en effet, il y a ce risque, en fait, en quelque sorte, de potentiellement perdre certains plans. Mhm. Et donc, il y a des projets, du moins, pour commencer cette numérisation des différents croquis qui sont faits Oui, là-bas, oui, en en tout RDC. cas, le projet est là. Le projet a déjà été lancé. Ok. Mhm. Donc, au niveau, par exemple, des architectes, ils ont déjà commencé à fournir la base de données qu'ils ont à eux, D'accord. des plans d'architectes qu'ils établissent. Mhm. Mais au niveau de l'urbanisme et au niveau des affaires foncières, Oui. donc, le projet tarde encore à avancer. Mhm. Donc, un peu plus au niveau du ministère de l'urbanisme parce que ils sont
obligés de mettre en place des plans de lotissement qui respectent les normes urbanistiques, les aménagements des rues, des routes. Donc, ils essaient d'aller un peu plus vers la numérisation, mais Ok. ce n'est pas encore C'est pas encore ça. tout à fait concret. C'est pas D'accord. encore concret. Mais au moins, en tout cas, c'est en cours. Ouais. Donc ça, c'est une bonne chose, parce que ça, c'est quand même très important. Mais on voit qu'il y a quand même une évolution positive à ce niveau-là. Euh, et aussi, je voulais venir sur un point maintenant pour investir, parce on a parlé justement des différentes arnaques que Mhm. potentiellement on peut rencontrer, l'importance de vérifier certains documents. Mais maintenant, si on parle du terrain en lui-même, comment savoir qu'on a trouvé un terrain constructible, par exemple, sur lequel on a un terrain, on va dire, qui est de bonne qualité. Quels sont les critères en tant qu'acheteur qu'on peut regarder pour savoir, OK, ce terrain, est-ce qu'il est trop risqué? Est-ce qu'il est bien positionné? Est-ce qu'il y Mhm. a tel ou tel risque qui font qu'on ne peut peut-être pas utiliser ce terrain pour y construire quelque chose? Est-ce que tu as certains Mhm. critères? Donc, par exemple, par rapport à ça, une personne Ouais. qui va acheter un terrain en fonction déjà du projet qu'il a, Mhm. s'il veut construire une maison, un immeuble ou juste voilà, un terrain agricole, ça dépend du projet déjà, qu'il doit déjà avoir à la base, au départ, Mhm. pour savoir ce qu'il va faire sur ce terrain qu'il veut acheter. Et donc, deuxièmement, la vérification, ça c'est très important pour savoir déjà au niveau urbanistique la position du terrain. Il se trouve près d'un marais, près d'une rivière. Oui. Est-ce que c'est pour ça que y aller sur place, voir la zone dans laquelle on veut acheter, Mhm. est une zone potentiellement utilisable pour la construction. Ok. Ça, c'est important aussi de savoir avant d'acheter. On a acheté, ouais. Parce que je suis sûr qu'il doit sûrement y avoir des histoires comme ça. Dire qu'on se dit au final, après X temps, j'ai finalement quand même essayé de me rendre sur place pour voir ce qu'il en est de ma construction, pour se rendre compte qu'en fait, on a acheté un terrain à côté d'une falaise, par exemple. Mm. Hein, et là, on vient au point de l'érosion, hein, parce que Mhm, euh, mhm. parfois, ça peut être assez subtil. Reconnaître justement un terrain qui a de l'érosion. Et peut-être, je ne sais pas si tu as certaines astuces à ce niveau-là qu'on pourra aussi partager à l'audience. Mais c'est-à-dire que si on arrive et on se rend compte qu'on a un terrain pour lequel on souhaitait construire une bâtisse quelconque et qu'on remarque certains risques d'érosion sur le long terme, en fait, on a fait déjà un mauvais achat dès le début, en fait, ici. Mhm, mhm, mhm. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. En fait, par rapport à ça, donc le fait de descendre sur place et voir la position, la zone où se trouve votre terrain est importante. Et l'autre chose, c'est que le fait que vous ayez contacté des experts qui connaissent déjà à l'avance Mhm. peut-être les projets futurs qu'il y aura, s'il y a déjà un projet au niveau de la régie Mhm. des eaux, au niveau par rapport à l'électricité, au niveau de l'urbanisme, pour savoir s'ils ont déjà prévu, en tout cas en projet, des routes qui doivent passer par là. Mhm. Ok, Donc ouais. c'est pour ça que c'est important déjà de savoir ça en amont. Ok. Euh, et en voyant déjà l'endroit où se trouve le terrain, vous saurez plus ou moins si c'est potentiellement utilisable pour une construction ou pas. Par exemple, pour les érosions, euh, les zones par exemple dans la ville de Kinshasa, les zones où il y a des potentielles érosions qui peuvent arriver, ils sont connus. Ils Ok, sont connus, les glissements des terrains par rapport à la ville, Ok. aux positions des différentes zones, et ils sont mhm, connus. ok, Donc, leur évolution, maintenant, ça c'est un autre souci, c'est que les érosions, on sait que les zones sont connues, on sait comment elles évoluent, mais la difficulté qu'on a, c'est que on ne met pas ce qu'il faut pour stopper leur évolution. D'accord. ok. On peut l'arrêter. Oui, c'est possible, Ok, c'est d'accord. possible. Et est-ce que il est possible quand même qu'un terrain qui a des problèmes d'érosion puisse être vendu ou pas du tout? À partir du moment où cette demande arrive au niveau de l'État et qu'elle en a connaissance, Mhm. elle va arrêter ou pas? En tout cas, en principe, quand tu arrives au niveau de l'État avec une proposition d'achat de ce Mhm. type de terrain, le conseil que vous aurez directement, c'est de ne pas le faire, de ne pas acheter. Ok. De ne pas acheter. Maintenant, il y a certaines personnes qui se disent être capables de
faire avec, de D'accord. continuer. Ok. Mais dans ces cas-là, souvent, ce qui arrive, c'est que l'État ne considère pas vraiment Mhm. qu'ils sont responsables. On va dire, OK, Ah, vous ok. voulez quand même acheter, vous achetez, Mhm. mais je ne vous conseille pas de le faire. D'accord. Mais c'est Et ce juste qui un arrive, c'est conseil. que souvent, les gens bypassent l'État pour dire D'accord. que d'office, si je vais vers l'État, Mhm. l'État va dire non. Ok. L'État ne va pas vouloir, du coup, on bypass, on s'arrange entre acheteurs et vendeurs, on fait notre affaire Ok. Et puis on construit. et puis on construit. Et puis on construit. Mais au moins, ça, c'est quand même une bonne chose, c'est-à-dire que les différentes zones à Kinshasa, où on a un risque d'érosion, sont connues. On voit comment elles évoluent. Et donc, une personne qui souhaite justement acheter un terrain peut vérifier ça justement auprès d'organismes Mhm, mhm. étatiques, en quelque sorte. Oui, oui, c'est Donc, possible de ok. vérifier parce qu'ils sont connus Ouais, et comme ça, vous savez déjà que non, ah, là, je ne peux pas aller, là, je ne dois pas aller, ok, ainsi de suite. ok. Donc ça, vraiment, c'est une bonne chose. Et aussi par rapport à ça, c'est-à-dire que euh, tu as justement parlé qu'il est important de se renseigner et c'est auprès de ces mêmes organismes, j'imagine, Mhm, euh, savoir s'il y a une route qui sera construite, savoir est-ce que en termes d'infrastructure, est-ce que voilà l'électricité y passera, est-ce que l'eau y passera, parce qu'on ne peut pas construire n'importe où. Parce ouais. que on a été justement donc quand on était en Afrique, quand on était à Kinshasa, c'est-à-dire qu'on voyait énormément de constructions en cours. Et je pense qu'il y a vraiment aussi cette tendance. Il y a beaucoup de personnes, donc la ville grandit à une vitesse Ouais. euh, Mhm, énorme, ahurissante. Et, mais il y a une chose, je me souviens, je pense qu'on avait posé la question, on nous avait dit que à certaines zones où on voyait justement des gens qui étaient déjà en train de construire, que apparemment, d'un point de vue urbanistique, ces zones n'étaient pas, on va dire, approvisionnées. mhm. Donc, c'est-à-dire que les gens construisent un peu n'importe comment, n'importe où. C'est quelque chose qui arrive souvent, ça ou Mais en tout cas, c'est des choses qui arrivent très souvent, très souvent. Ouais. Par exemple, là, pour l'histoire que j'ai eue dernièrement, c'est que une construction, selon les normes urbanistiques, disait que à tel endroit, on ne peut pas construire plus de 2 niveaux pour un immeuble. Ok. Mais la personne a dit non. Moi, je fais comme je voulais, je construis 7, 8, 9 niveaux, Et 10 niveaux. ok. Donc, en fait, souvent, ce qui arrive, c'est que, par exemple, des personnes qui ont les moyens de construire, Mhm. de faire comme ils veulent parce qu'ils ont un projet de faire un hôtel ou quoi que ce soit, Mhm. se disent, les agents qui vont venir dire, monsieur, les normes urbanistiques disent ceci, cela, bah, ils s'arrangent entre eux à C'est l'amiable. dingue quand même. Et puis, mais la personne n'est pas consciente, en fait, que c'est quelque chose qui sera fatal par la suite, parce qu'il y a eu des effondrements qui ont eu lieu à Kinshasa, Mhm. Ok. des grands immeubles qui sont tombés comme ça. Mais le ministère de l'Urbanisme savait et avait déjà donné son avis, Ok. parce qu'en fait, nous, le ministère de l'Urbanisme donne son avis. Mhm. Maintenant, la personne qui veut bypasser la vie, c'est qu'il va devoir soudoyer. Soudoyer. Mais au final, les risques, ce sont les personnes qui vont y habiter qui vont peut-être les subir, quoi. Ben, on construit des tombeaux là, clairement. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Ce que je ne comprends pas, c'est que ce soit qu'un avis que va rendre l'État et que ce soit pas interdit, qu'on dise non, quoi. Pourquoi, enfin, comment ça se fait qu'on donne juste un conseil, on dit ok, cette zone elle est dangereuse, ok, on peut pas construire un immeuble de 5 étages, mais que ce soit qu'un avis et que ça passe, Mhm. quoi. Mais justement, le souci avec ça, c'est que on donne l'avis, on interdit, mais une personne qui veut À à tout tout prix. prix Oui. construire son truc Mhm. est prêt à sortir de l'argent pour continuer. Et puis les personnes à qui on donne l'argent, ils ne vont pas refuser. Oui. Donc, Je connais, c'est compliqué. ça, c'est un autre cas. Donc, la Mhm. personne, on lui dit, voilà, tiens ça, vas-y, il n'y a Ça rien. passe. Mais honnêtement, et puis après, je vais aussi te laisser. Oui. C'est-à-dire que je me demande, du coup, par rapport à ça,
si on commence à soudoyer pour pouvoir construire dans certaines zones où on sait justement qu'il y a un certain risque d'érosion, ou par exemple des personnes qui veulent construire des immeubles à 5, 10 étages, alors que voilà, déjà à 2 étages, on ne peut plus. Est-ce que ce sont en général des particuliers qui ont les capacités financières à faire ce genre de choses, ou est-ce que, je ne sais pas si tu te rends compte qu'en général, voilà, peut-être que c'est déjà des entreprises ou des personnes qui ont déjà un certain capital, qui ont justement cette capacité à se dire, nous on bypass et on prend quand même le risque de construire à telle ou telle zone, ça, en sachant pertinemment que ouais, on ne peut pas construire à cet endroit. Là, ça devient assez sensible quand même comme sujet, parce que là, on peut remonter très haut, évidemment. Ah, ça, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Mais en fait, par rapport à ça, c'est que ce qui se passe, par exemple, la plupart, ce sont des particuliers. Ah ouais, ok. En tout cas, parce que quelqu'un, une entreprise ou qui vise le long terme, a un projet sérieux Mhm. et clair, qui ne veut pas juste faire quelque chose pour dire que j'ai fait quelque chose, mais qui vise vraiment une implantation dans le long terme par rapport à son entreprise. Souvent, ce qui arrive, parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises en fait, qui ont construit, qui avaient la possibilité de construire dans une certaine zone, Ok. ne l'ont pas fait, se sont déplacés, se sont Mhm. délocalisés Mhm. pour construire dans les endroits où ils peuvent vraiment implanter leur entreprise correctement. En tout cas, très souvent, ce sont des particuliers, mais des particuliers qui se trouvent dans des positions un peu particulières aussi. Ok. C'est ça. C'est ça. Ok. D'accord. Et ici, un peu la dernière question, hein. Est-ce que tu pourrais donner 3 conseils pour une personne qui veut acheter en Afrique, en général et au Congo en particulier, 3 conseils pour bien réussir son achat en Ah, 2025? ok. En tout cas, si je dois donner les 3 conseils que je pourrais donner, donc déjà, c'est d'être sur place. À défaut d'être sur place, Ok. de voir les choses par soi-même ou d'envoyer quelqu'un de confiance qui va Mhm. vraiment voir les choses, la situation Ok. sur place. Et donc, deuxièmement, c'est vraiment vérifier. Donc, la vérification, elle doit se faire à plusieurs niveaux. Au niveau de la commune, Mhm. où vous voulez faire votre achat, au niveau de l'État, donc des affaires foncières, Mhm. de l'urbanisme, pour savoir vraiment si tout est correct dans les vérifications. Ok. Au niveau des voisins, Mhm. donc s'il y en a, donc vraiment vérifier, vérifier, vérifier. Ok. Ça, c'est vraiment très important. C'est très, très, très important. Et troisièmement, Mhm. c'est que, par exemple, vous avez fait vos vérifications, vous avez cross-checké, tout va bien, tout est OK. Et la troisième chose, c'est vraiment borner votre terrain, D'accord. borner le terrain et le mettre en valeur. D'accord. Donc, le mettre en valeur, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une loi Mhm. donc, qui dit que, en fait, après un certain nombre d'années, Oui. donc le bien que vous avez abandonné, Mhm. bah, forcément, il sera passé à un autre parce que le propriétaire n'a pas mis en valeur son bien, Ok. donc n'a pas solidifié son bien par une mise en valeur. Et en fait, la mise en valeur aussi implique que quand vous mettez en valeur votre bien, vous avez la possibilité de lui donner, d'obtenir le document, le certificat d'enregistrement. Mhm. Donc, ce certificat d'enregistrement-là, ça permet à ce que votre bien soit votre propriété perpétuelle. D'accord. Donc, qu'elle soit reconnue Mhm. par l'État comme propriété perpétuelle. Donc, il n'y a rien qui peut faire en sorte que votre bien soit bougé. D'accord. Donc, c'est seulement en mettant en valeur le bien que vous avez la possibilité On voit ça. d'avoir ce document-là. Et on a combien de temps pour le faire, la mise en valeur? La mise en valeur, en fait, dès que vous achetez, Mhm. normalement, je pense que vous avez 25 ans. 25 ans. Ok. Mais le fait est que il faut le faire au plus vite Oui. pour au plus vite aussi avoir votre document. Pour sécuriser, quoi. Perpétuel. Oui. Ok. Ok. En tout cas, ceci fait qu'on arrive à la fin de cet épisode, hein. Donc, premier épisode de Les clés de l'Afrique. Donc, un tout grand merci à toi, Deogracia. Je voulais juste, pour terminer,
Si tu peux résumer notre conversation en 3 mots pour notre audience, 3 mots que notre audience devrait retenir par rapport à ce qu'on a discuté. On aime bien le chiffre 3 ici. 3 mots, voilà, c'est ça. Parce qu'on est à 3. Ok. Bon, en tout cas, en 3 mots, si y a une chose que je peux dire, c'est vérifier, voir et limiter votre terrain. D'accord. Vérifier, voir, limiter. Parfait. Okay. Du coup, on termine là-dessus. Vérifier, voir et limiter. Très important. Merci à toi en tout cas d'avoir suivi cet épisode avec nous, ce premier épisode. D'ailleurs, on va te mettre aussi en description de cette vidéo les informations pour que tu puisses justement prendre contact avec Deogracia, donc géomètre, actuellement actif ici donc en Belgique, mais qui prévoit justement également des activités en RD Congo. Donc sur ce, je te dis à la prochaine. N'hésite surtout pas à liker cette vidéo, mais plus important, de partager et de t'abonner. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao. Salut.